Il est 7h, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles apporté par intexto.ca et qui est chez vous. Bonjour Jean-Étienne. Bonjour Jean-Emma, bonjour à tout le monde, bienvenue. Nous sommes en direct sur Facebook, en direct sur notre site internet intexto.ca et en différé sur WhatsApp et YouTube. Alors, à cette édition, on parlera de Petro-Caribé Challenge local. Il y a manifestation samedi prochain, ici à Montréal. Absolument. Qui va débuter au parc Toussaint-Louverture, hein, c'est pas pour rien, sur la rue Maisonneuve, pas loin du métro Berry, dans le centre-ville de Montréal. Et nous avons réussi à parler à ce Montréalais d'origine haïtienne qui avait parti ce hashtag, vous savez. C'est un Montréalais, je vous l'avais dit, et on avait promis aux auditeurs de Intexto de parler à Gilbert Mirambeau. Comment est-ce qu'il réagit par rapport à tout ça? Comment est-ce que ça a commencé? Est-ce qu'il s'attendait à tout ça? Pourquoi il a fait tout ça? Beaucoup d'informations. Oui. Dans cette entrevue qu'on a eue avec lui. Et on parlera à Anastasia Marcelin également, qui prend la tête, très présente sur les réseaux sociaux, qui prend la tête de cette manifestation qui aura lieu samedi. Il y aura même du rara là-dedans. C'est pas une blague. Non, ils prennent ça très au sérieux. Alors, et sur le plan local, en Haïti, pardon. En Haïti, on continue à parler de Petro-Caribé. Il y a des réactions. Cette fois, c'est Antonio Charami qui continue à, sans surprise, demander aux jeunes de continuer à la mobilisation pour demander des comptes, évaluer à beau plan. Je croyais que les jeunes disaient qu'on ne voulait pas de politiciens dans ça. Il faut s'attendre à voir ça. On aura du mal à comprendre ça. Évaluer à beau plan qui lui aussi revient pour lui aussi demander la mobilisation pour demander des comptes par rapport au fonds de Petro-Caribé. Alfredo Antoine, le chef de APH, qui continue, qui persiste et signe en dépit des démentis apportés par pas mal de députés que oui, APH a une majorité d'une 50aine de députés qui seraient prêts à voter favorablement l'énoncé de politique générale de Jean-Henri Séan. On aura des détails par rapport à ça. Il en reste une 50aine, effectivement, parce qu'il y avait une quinzaine qui avaient quitté. Ils étaient 70 à peu près. Une vingtaine avaient quitté, quoi. Et puis des critiques contre Jovenel Moïse, notamment par rapport à l'importation du riz. Cette fois, c'est Nenel Kassi qui dit ne pas comprendre cette logique dans un contexte où le président de la République avait, non seulement au niveau lors de la campagne électorale, mais même après son élection, lancer la caravane de l'Artibonite. Maintenant, pourquoi on n'a pas de production de riz dans l'Artibonite au point d'importer? Vous aurez beaucoup de détails dans cette édition. On parlera peut-être, on dira un petit mot sur la commission sur l'amendement de la Constitution qui a fait ses propositions hier. Une trentaine de propositions. Oh là là. Et parmi lesquelles on envisage la possibilité que la diaspora puisse se représenter. Tu seras candidat? Non, je ne suis pas sûr, je ne suis pas politicien. Là, on posera la question à François. Oui, peut-être François, lui. À tout de suite. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 61 à Pointe-aux-Trembles au 12011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur le modèle de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automarques. Appelez Vince Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août 2018. Certaines conditions s'appliquent. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmétique multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmétique multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétique multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmétique multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique.
La beauté à petit prix, ça marche. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on affaires. Depuis quelques temps, il y avait tellement de trucs qui passaient sur les réseaux sociaux, justement, concernant la dilapidation des fonds Petro-Caribé, le budget national, qui est plus élevé que le budget pour l'économie, pour la santé et tout le tralala. Donc, bref, tout le monde était vraiment fatigué de ce qui se passait. Puis, un bon matin, je dormais pendant toute la nuit, et puis je n'arrivais pas à dormir. Ça me triturait l'esprit, je pouvais pas. Et puis bref, je me suis réveillé, j'ai passé la nuit sans dormir, et puis j'ai dit, il faut que je fasse une photo. Je leur pose la question, il est où l'argent? Il est où l'argent? Parce que c'est notre argent, on vous a donné ce pétrole pour que vous puissiez développer le pays, construire des routes, des infrastructures, des hôpitaux, éducation, tout le travail. Et puis là, j'ai fait la photo, comme ça. Puis là, moi, je m'attendais à rien. Je continue avec ma routine, j'ai fini de faire la photo, je me suis rendu au travail, et puis je regarde mon téléphone, et puis ça a juste explosé. C'est juste ça. Ah oui, comme ça. Oui. Comme ça. C'est comme ça. Comme ça. Ça, c'est l'histoire de... vous reconnaissez probablement pas la voix de Gilbert Mirambeau, mais c'est lui qui avait parti le hashtag Petro-Caribé Challenge avec cette question et cette photo qui a soulevé toute cette mobilisation à laquelle on assiste aujourd'hui. Cette photo avec les yeux bandés et une pancarte écrite à la main où est passé l'argent de Petro-Caribé. Donc, il n'arrivait pas à voir ça. Il faut dire que, il n'a pas manqué son coup comme cinéaste. Il a bien réfléchi à sa prise de photo. L'image était là. Oui, l'image qui disait la conception 1000 mots. Visuelle de tout ça a été bien organisée. Absolument. Il a bien conçu l'image qui allait vraiment parler aux jeunes qui participent à cette mobilisation à laquelle on assiste aujourd'hui. Il a même été en Haïti récemment, vendredi dernier, pour participer à la manifestation, une manifestation bon enfant où les gens, vraiment, c'était une mobilisation citoyenne où ils ne voulaient pas et en fait que d'autres gens viennent, des politiciens notamment, viennent s'impliquer dans cette histoire-là et récupérer le mouvement politiquement et ce qui pourrait le faire biaiser ou ce qui pourrait le faire essouffler. Mais comment il voit maintenant l'ampleur de tout ça, des réactions par rapport à cette hashtag, Jean-Numa? Justement, il ne s'attendait pas. Gilbert Mirambeau nous l'a dit clairement qu'il ne s'attendait pas à ce que ça prenne autant d'ampleur, que ça prenne une tournure aussi positive, somme toute. Parce que lui, c'était une réaction citoyenne. Spontanée, je dirais même. Et très personnelle. D'abord, Gilbert Mirambeau dit qu'il n'est pas un politicien, qu'il ne veut pas faire de la politique et qu'il ne veut pas surtout que la politique s'implique dans ça. On va l'écouter. Puis, je pense que c'est la photo qui a frappé tout le monde parce qu'à cause de ce que j'ai écrit, mais surtout à cause que j'avais les yeux bandés. Parce que les yeux bandés, on le sait, c'est
symbole d'impartialité avec la déesse de la justice, de l'impartialité. Oui, mais comme cinéaste, vous le saviez aussi qu'une image valait 1000 mots, là. Oui, si on veut, mais je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, c'était une action citoyenne. Je me suis senti vraiment concerné. On est fatigué, quoi. On est fatigué, puis j'ai fait la photo. Et comment aujourd'hui est-ce que vous accueillez toute l'ampleur que ça prend? Moi, je suis super content. Pourquoi? Parce que de manière générale, les Haïtiens ont tendance, oui, il y a 2-3 manifs et tout, mais je pense que c'est la première fois que la jeunesse haïtienne, vraiment, elle est unie et elle combat, on combat un seul front. Le front qui est la corruption, qui est l'impunité. Et ça gangrène le pays. C'est un cancer pour le pays. Mm-hmm. Et ça me fait plaisir parce que tous les jeunes, que ce soit leurs convictions politiques qui sont différentes, que ce soit des gens qui sont apolitiques, que ce soit des gens qui ne croient pas encore que les gens voulaient ou quoi que ce soit, mais tout le monde est d'accord sur quelque chose. On veut plus de la corruption. Ouais. On ne veut plus de cette impunité et on veut la justice dans le pays. Parce qu'un pays sans justice, on va nulle part, là. On a la manif partout, en Haïti, à Port-au-Prince, au Cap, mais aussi à Montréal, Jean-Humain. Oui, absolument. Une manif qui est prévue pour samedi prochain à Montréal, le rassemblement va débuter au parc Toussaint Louverture. C'est sur la rue Maisonneuve, pas loin du métro Berry-UQAM, à partir de 10h du matin. Mais c'est pas Gilbert Mirambeau qui est derrière, qui mène cette question-là concernant la manifestation. Il y a un petit comité composé de Franz André, de Anastasia Marcelin, surtout qu'elle est extrêmement présente sur les réseaux sociaux, sur Facebook notamment, et qui a pris l'initiative. Anastasia Marcelin a contacté justement Gilbert Mirambeau pour lui demander, mais étant donné que vous avez la paternité de cet hashtag, de ce challenge, est-ce que vous voulez prendre la tête de cette manifestation? Eh bien, non. D'abord, Gilbert Mirambeau dit, moi, je ne veux pas qu'on me prenne comme un leader de cette question-là. Oui, je l'ai lancé. Je veux prendre la tête de quoi que ce soit. Je suis très content que tout le monde s'implique, les jeunes s'impliquent, que cette mobilisation citoyenne prend forme et prend corps. Mais moi, je ne me vois pas comme un leader. Je suis apolitique. Je ne veux pas faire de la politique et je ne veux pas prendre la tête de cette manifestation. N'empêche que Gilbert Mirambeau participe, que ce soit en Haïti, mais à Montréal, il sera là aussi. Il n'y a pas eu de violence verbale ou quoi que ce soit. C'était vraiment des slogans comme « Ils ont volé l'argent, ben l'argent est dans vos poches et nous, on est dans la misère. » Vraiment des trucs qui les faisaient sentir qu'ils ont déconné, quoi. Ils ont déconné. Ouais. Et on a, devant la Cour supérieure des comptes, on avait un peu sali la place, mettons, les gens qui saltaient, qui ont bu de l'eau et tout. Après, on a nettoyé toute la place. Ouais. On a montré aux gens que c'est une jeunesse consciente et on fait les choses différemment. Ouais. Et toute la manif était pacifique. Ouais. Mais vous, même si vous avez parti ça, vous ne voulez pas être le leader de ça, là, pour la suite? Non. Moi, je suis un citoyen apolitique. Totalement. La politique ne m'intéresse pas. Okay. Je suis un citoyen concerné, engagé, comme toi, d'ailleurs. Okay. Et j'espère que ce mouvement citoyen patriotique va continuer à grandir, parce que au moment où je vous parle, les New-Yorkais, justement, sont en train de se mobiliser pour le Labor Day. Ouais. Donc là, ils vont prendre le Eastern Parkway. J'espère que ça va mordre, je sais pas. Mais c'est encore une fois, ce sont des citoyens qui vont brandir leur carte en disant « Côte Petro-Caribéa okay. » Où est passé l'argent du Petro-Caribéa. Et il y a un groupe qui se mobilise pour samedi prochain ici à Montréal aussi, vous le savez? Oui, tout à fait. Et je serai là. Ah, voilà. Vous serez là. Oui, bien sûr. Mais comment tout ça va s'organiser, Jean-Humain? Tu m'as parlé tout à l'heure de Mme Marcelin.
qu'est-ce qu'on attend et comment ça va se structurer? Eh bien, à partir de 10 heures du matin, ils vont se rassembler. Ça va prendre 1 heure à peu près pour attendre que tout le monde se réunisse, soit là à temps. Et dès 11 heures, ils vont sillonner les rues de Montréal. Il y a le groupe Rara Soleil qui sera présent aussi sur Le parcours. non seulement sur le parcours, mais au parc aussi, Toussaint l'ouverture, pour animer un petit peu l'ambiance. Vraiment, ça sera quelque chose de très, très, très haïtien, un peu à la manière dont ça s'est passé en Haïti, dans une ambiance bon enfant. Il y aura des slogans pour poser la même question. Et toute la mobilisation citoyenne va tourner autour de ça. Nous allons écouter Anastasia Marcelin, qui est l'une des organisatrices de la marche de samedi prochain. On va prendre, je pense, Bleury, quelque chose de même, pour monter jusqu'au consulat. Pourquoi le consulat? Eh ben, parce que c'est le seul monument qui représente le gouvernement haïtien au Québec. Et fait que c'est là qu'on a choisi pour y aller. Oui, voilà. Rappelez-nous l'heure encore. Vous commencez le rassemblement à quelle heure? Le rassemblement va commencer à 10 heures du matin. Jusqu'à 11 heures, on sera sur le parc. Après, vous allez commencer par marcher vers le consulat. Oui, c'est vraiment, ça va se faire comme en Haïti. On va avoir un groupe de Rara Soleil qui va venir et c'est vraiment quelque chose qui est à l'image du peuple haïtien. Et voilà. Je suis contente de savoir qu'il y a du monde qui vont sortir des États-Unis, de Ottawa, de partout pour venir à cette marche. Oh là là, François sera là aussi. François. Oui. Tu seras là aussi. Malheureusement, non. Ah bon? Parce que le devoir m'appelle ailleurs. On a une conférence, une porte ouverte aussi avec le groupe d'ENA. Et puis, il y a des professionnels qui vont être là pour donner des informations, mais je ne savais pas. OK. Mais si moi, je serais allé, vous savez que moi, là où le devoir appelle, je réponds toujours présent. Oui, mais ça commence tôt, là. Tu peux te séparer en 2, 3 pour, pendant la journée de samedi. Oui, c'est ça. Tantôt, j'attendais, j'ai été avec toi et on peut dire que vous n'êtes pas des hommes politiques. C'est bien ça? Ah, tiens. Oui, on l'assume. Qu'est-ce qu'il y a, François? Vous subissez la politique, mais vous n'êtes pas des hommes politiques. Oui, on ne le fait pas activement, mais qu'est-ce que tu veux? Alors, quelle information tu as pour nous? C'est des hommes d'église. C'est ça. Alors, je veux saluer tous les auditeurs, toutes les auditrices. Oui, bonjour. Bonjour. Et puis, j'espère que vous allez bien. Et puis, c'est toujours un plaisir pour nous d'être avec vous pour vous présenter cette émission. Ouais. On va parler aujourd'hui d'abord de quelque chose un peu spécial qui est arrivé à un agent de service frontalier. Ah oui? Oui. C'est quoi? Un agent de service frontalier est condamné pour extorsion et agression sexuelle d'une femme menacée d'expulsion. Ah bon? Quoi? Il s'appelle Kerry Dexter Willy. C'est un putain. Il est depuis enfant. OK. Il court d'une peine de 6 ans d'emprisonnement. OK. Alors, dans ses fonctions d'agent d'immigration, on lui a confié le dossier d'une femme du Nigeria menacée d'être expulsée du Canada. OK. Il a offert à celle-ci de régler son dossier en sa faveur si elle avait des relations sexuelles avec lui. Wow. Cool. Il a délibérément et à répétition abusé de son autorité, a déclaré la juge Suzanne Houle de la Cour suprême de la Nouvelle-École jeudi. La victime, qui était âgée de 26 ans, ne pouvait repousser les propositions de l'accusé en raison du pouvoir qu'il détenait sur elle et sur son avenir. Mais est-ce qu'en plus de ça, il a réglé les papiers de la pauvre? Non, elle ne peut pas. Il ne peut pas, il n'a pas le pouvoir de le faire. Bien sûr. Alors, et il savait qu'il n'avait pas ce pouvoir-là. Et
il n'avait pas, parce qu'un agent d'immigration ne veut pas empêcher à quelqu'un de quitter. Oui, Parce que ça, on le sait. C'est un service. Alors, ce qu'il a fait, il a proposé à la femme de la rencontrer à son appartement plutôt que sur son lieu de travail, sous prétexte de ne pas mis à l'emploi qu'elle occupait. Okay. Une fois qu'il est arrivé à la maison, il dit, la femme lui dit, moi je veux rester au Canada. Il a dit, ok, montre-moi à quel point tu veux cela. Incroyable. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont eu une relation sexuelle. Après ça, c'est pas une seule fois, c'est plusieurs fois. Et il a visité la femme. Alors là, on a trouvé que c'était effectivement grave. Et c'est la femme qui a porté plainte, j'imagine? Ah oui, parce que ça n'a pas empêché à la femme d'être déportée. D'être déportée, parce que c'est ce qui arrive. Quand on confie le dossier à un agent, si on voit que ça prend beaucoup de temps, ce qui va se faire, on va confier à un autre, on va essayer de trouver une solution, parce que il y a quand même un superviseur, il y a d'autres responsables. Alors, ça, c'est très, très loin. Comment on peut bénéficier de la vulnérabilité François, la femme a pu porter plainte avant d'être déportée, c'est ça? Bon, j'imagine, parce que c'est pas lui qui, de toute façon, qui allait dire ça à son supérieur. Alors, c'est incroyable. Ça veut dire que ça nous démontre à quel point les gens qui sont vulnérables, les gens qui ne veulent pas quitter. Ouais, c'est Et clair. en plus de ça, ça nous démontre également comment des agents, mais heureusement, c'est pas beaucoup de personnes qui le font, mais à quel point quelqu'un peut être défoqué, c'est inimaginable. Ça veut dire que quelqu'un qui est en situation d'être déporté, vous nous proposez d'aller chez elle pour des relations sexuelles, et puis vous savez pertinemment que vous pouvez peut-être retarder son départ, mais vous ne pouvez pas. Même s'il avait la garantie qu'il pouvait garder la femme ici, il ne devait pas faire ça. Oh, regardez, quand c'est comme ça, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Quand on demande à quelqu'un de quitter le pays, la personne est vraiment sur le cas de choc. C'est sûr. Des fois, elle peut aller voir un avocat, un consultant, qui lui dit, bon, moi je vais régler ça pour vous, donnez-moi 4 000, donnez-moi 5 000. La personne veut rester. Elle peut vendre tout ce qu'elle a pour donner les 4 000, les 5 000, alors que l'avocat ou le consultant qui lui a dit ça, c'est pertinemment que c'est faux. Vous voyez, ça veut dire que lorsque la personne est en situation d'être déportée, parce qu'elle ne veut pas quitter, c'est extrêmement grave. Alors, sur ce point-là, c'est que elle est facilement vulnérable, exploitable, ça veut dire que elle est disponible. Ça veut dire que c'est vraiment grave ce qui s'est passé, mais d'une façon, ça encore, c'est un message qu'on lance aux gens. Et la loi aussi, on vous demande de quitter. Là, vous ne pouvez pas lutter contre la loi, vous ne pouvez pas lutter contre un système. Ça veut dire qu'on comprend que c'est difficile, on comprend que vous ne savez pas vraiment ce que vous allez faire une fois de retour au pays. Mais il faut se dire que, comme toute espérance, il faut espérer, il faut continuer à vivre avec ça. C'est dommage, mais on ne dit pas ça non plus comme si c'était un cas généralisé, c'est un cas. Moi, c'est la première fois que j'entends parler de ce cas-là. OK. Toujours sur la question d'asile, on apprend que le nombre de demandeurs d'asile dépasse de loin ce que le système peut gérer. Apparemment, il y a eu un rapport et National Post a fait remarquer que au niveau du ministère, on commence vraiment à s'inquiéter pour le nombre de demandes qu'on reçoit. Même si on dit qu'il n'y a pas de crise, mais on a l'impression que ça commence à être difficile parce que effectivement, il y a beaucoup de cas dans le système. Et gérer ces cas, c'est sûr qu'on a embauché dernièrement une quinzaine de commissaires qui ont pris fonction, mais au moment où on se parle, il y a deux commissaires qui doivent prêter assistance à ces nouveaux, des fois qu'ils ne peuvent pas être en salle parce qu'ils doivent assister aux commissaires en salle. Alors, vous voyez, des fois, on est obligé d'avoir 3 commissaires pour une seule audience.
Alors, on n'a pas encore le rythme qu'on voudrait avoir. Peut-être que ça va prendre quelques mois. Parce que quand la personne est en salle, c'est-à-dire que même si elle a toutes les théories, mais dans la pratique, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que le commissaire, la commissaire peut-être très nerveuse, et puis, alors, on veut s'assurer de l'équité du programme, et c'est pourquoi on demande aux anciens commissaires d'accompagner les nouveaux. Alors, ça veut dire qu'on a 15 nouveaux, mais on n'a pas encore le 8 souhaité, puisque souvent, les 15 nouveaux se font accompagner et encore de 15 autres. Ça veut dire que c'est presque la même chose, vous comprenez? Mais est-ce que c'est nécessaire d'avoir 3 commissaires pour traiter un cas, François? Mais si, par exemple, on veut les former et on ne veut pas mettre autant de commissaires à leur disposition, des fois, on prend 2 commissaires, je dirais, en formation avec un ancien pour pouvoir... Quand on a 3 commissaires, ce n'est pas parce qu'on veut mettre 3 commissaires comme ça, mais c'est parce que on se dit, si on met 3 ensemble, au moins ils vont voir, ils vont constater. Et puis ça, c'est d'abord pour voir comment ça fonctionne. Oui, parce que imaginez-vous, il manque de commissaires pour traiter les cas. Maintenant, au lieu de mettre 1, on met 3. On ne comprend pas trop bien la logique si ce n'est pas une logique de formation comme tu l'as expliqué. Oui, mais c'est d'abord, je veux dire, les 3 sont là pour observer, pour apprendre à poser des questions avec l'ancien. Et maintenant, on va mettre l'un d'entre eux dans une salle d'observation peut-être. Et il y a quelqu'un un ancien qui sera en arrière pour observer ce qu'il fait. Okay. Alors, c'est tout ça. Parce qu'il s'agit quand même de personnes humaines. Parce que si la personne ne fait pas ça correctement, il peut mettre la vie d'une personne en danger. Absolument. Alors, c'est un peu ça. Bon. Et pour terminer, une bonne nouvelle. Enfin. Pour les Saoudiens, on apprend que les médecins... Ils se sont calmés le pompon, là. Oui. Moi, je pense que c'était ça la solution. Le Canada n'avait rien d'autre à faire. L'Arabie Saoudite voulait se montrer sérieux, bien. C'était pas... au moins, l'Arabie Saoudite a demandé à ses 1000 diplômés saoudiens en médecine de terminer leur formation au Canada malgré la querelle. Alors, actuellement, les hôpitaux universitaires canadiens poussent un soupir de soulagement. Parce que là, ils n'ont pas fait face à une diminution du personnel médical. Ils ont parlé trop vite, les Saoudiens, à mon avis. Oui, je pense qu'ils ont parlé trop vite. Et puis, c'était pas nécessaire. Parce que quand vous avez un étudiant qui est à la 6e année, il lui reste à 2 ans pour terminer un programme, vous lui demandez de quitter. C'est extrêmement difficile. Quelle école sur la planète va l'accepter à la 6e année? Non, aucune école pratiquement. Bon. Alors, et là puis, maintenant, la personne doit recommencer à zéro. Et puis la morale de l'histoire, c'est que le Canada en est sorti plutôt fort par rapport aux Saoudiens, parce que le Canada ne s'est pas excusé, et puis il n'a pas fléchi. Mais bon, les Saoudiens, ils ont parlé trop vite. Pas nécessairement fort, parce que quand même... Mais gagnant. Oui, c'est sûr qu'il n'a pas eu à s'excuser, mais ce que le Canada devrait apprendre, c'est qu'en situation difficile, il ne peut plus compter sur ses amis traditionnels. Parce qu'aucun pays n'a levé le petit doigt pour appuyer le Canada. C'est grave, ça. Ton pays, là, j'ai du mal à croire. Oublie ça, c'est des fanfarons. C'est des fanfarons. Alors, aucun pays n'a levé le petit doigt pour défendre le Canada des oppositions parce que c'est un pays où il y a beaucoup de pétrodollars. Alors, personne ne veut se mettre à dos là. Même les États-Unis. Les États-Unis, quand même, avec tous les problèmes, mais avec le Canada, tout ça, mais on s'attendait à des pays comme l'Allemagne, comme la France, et puis là, au moins, ils sont intervenus pour dire que non, mais aucun. C'est comme là, maintenant, vous avez un problème, débrouillez-vous. Arrangez-vous avec ça.
incroyable. Pourquoi avoir des amis si on ne peut pas compter sur eux en situation difficile? Ouais. Ben, salut François, merci beaucoup de cette bonne nouvelle à la fin. Et François Jean-Denis qui dirige la firme Vision Max Service, spécialisée en immigration. Vous pouvez voir ses coordonnées à l'écran, d'ailleurs, sur Facebook. Et vous écoutez nos nouvelles sur le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal, en direct sur Facebook, en direct sur notre site Internet. Et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube. Partagez ça si vous êtes sur Facebook. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Ils vous conseillent, vous encadrent, vous accompagnent dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu Coin Ruelle Vaillant Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal, 7h33 minutes. Nos nouvelles apportées par Intexto. Nous sommes sur Facebook et sur notre site internet intexto.ca. Les nouvelles d'Haïti, Jean-Étienne. On va continuer à parler de Petro-Caribé, Jean-Huma. Ouais. Sachez que Antonio Cherami, sénateur de l'Ouest, a félicité les jeunes qui ont décidé de prendre en main cette question, la mobilisation pour demander des comptes par rapport au Petro-Caribé. Okay. Il demande d'ailleurs aux jeunes de continuer justement la mobilisation parce que selon lui... Mais c'est pas parce qu'il a dit ça qu'ils vont continuer. D'ailleurs, ils ne veulent pas de politique là-dedans. Là. Ben, on ne va pas faire les commentaires, on va surtout l'écouter pour le moment. Okay. Et je pense que aujourd'hui, c'est important pour autant de voix peuple là, pour autant de la rue, pour autant de moun aujourd'hui qui dit, étant donné que nous-mêmes comme parlementaires, nous en minorité, nous pas capoter dossier Petro-Caribé, nous-mêmes nous prenons en charge. Et au clair, ils dit nous mettre retirer quand nous quitter régler dossier ça. Et me penser ça, sur l'autre point encore, me battre un gros bravo pour la population et me dire Kébé là, pas laguer, veillez magouiller qu'à rentrer dans mi-temps parce que dossier ça, il en met aussi pour porter. Et nous-mêmes, nous là, nous avons toujours continué à faire travail, nous comme parlementaires, pour permettre que justice faite sur dossier ça. Il a disparu des radars, Valère Beauplan, depuis quand même pas mal de mois. On ne l'avait pas du tout écouté. Oui, il était au début impliqué dans cette histoire de Petro-Caribé. Oui.
Mais là, c'est lui qui demande, comme Antonio Cherami, aux jeunes de continuer la mobilisation. Selon lui, c'est pas normal que l'État refuse de donner des explications par rapport à la gestion de tout ça. On va l'écouter. Le président, par contre, qui discours pour le gagner face à Petro-Caribé, n'a dit bravo, peuple haïtien, que nous embrassons ces questions Petro-Caribé. Bravo à la presse. En pile, nous avons hésité parce que nous ne pouvons pas compter dossier dans la privée. Mais finalement, le dossier vient viral, il vient endémique. Il prend tout le monde en même temps. Et si vous ne parlez de Petro-Caribé, c'est ouf par la mode. Donc tout le monde a suivi courant Petro. Il faut continuer à peser sur l'accélérateur. C'est 3,8 milliards de dollars qui te doit développer Haïti. Dis ça là. Je dis pas qu'on n'est qui a montré nous, on trace développement, route zéro, santé zéro, éducation zéro, environnement zéro, agriculture zéro. Au niveau politique, c'est la corruption pure. C'est dans toute section communale, dans toute ville, dans tout quartier. En deux capitales, la forme où nous levons camper. Il n'y a pas de doute là-dedans, il n'y a pas d'hésitation là-dedans. Et c'est sous ça, monsieur, te prend, ou liberté pensé peuple à zombie. Si son magie, te fait magie à gâter. Voilà. On a écouté Evalia Beauplan avec les mêmes énergies, Beauplan, et puis c'est tout ça. On va parler maintenant de le dossier de ratification de... Oui, on en est où? Justement. Tu te rappelles, il y avait la semaine dernière, il y a 1 ou 2 semaines, il y avait plusieurs députés, dont Samuel D'Haïti, qui critiquaient Alfredo Antoine pour son leadership au niveau de la PH et surtout disait il n'a pas cette majorité de 50 qu'il parle un peu partout. Mais là, M. Antoine continue à préciser que oui, ils auront au moins une cinquantaine de députés qui seraient prêts à voter favorablement en faveur. Jean Risséan, il va expliquer pourquoi. Environ plus que 50 députés qui sont prêts pour voter dans le même sens. Le bloc APH est toujours un bloc qui a supporté et programme politique président Jovenel de faire sous base là que nous-mêmes nous étions députés et président à l'époque il était candidat. Il y a un groupe de 48 députés qui étaient signés, qui étaient de apport financier et politique de députés, de collègues qui étaient mis dans le pied. Ils sont allés dans la circonscription respective pour aller faire campagne. APH, lui épouser programme politique Jovenel Moïse et quel que soit le monde qu'il choisit comme Premier ministre qui vient pour appliquer le programme politique, c'est sous base ça, nous-mêmes, nous devons voter. Et quel que soit le Premier ministre, il est pour l'appliquer ça à la lettre. Donc APH a toujours épousé ou bien appuyer une politique gouvernementale qui reflète le programme politique du président de la République. APH est prêt à appuyer, mais est-ce que APH aura des postes? Ben c'est non, a répondu M. Antoine. Selon lui, ce n'est vraiment pas une question de négociation de postes ou de ministre. C'est surtout une question d'attachement aux valeurs, en tout cas, il a expliqué depuis la campagne de Jovenel Moïse. Ils se sont convertis. Hein? Ben, je ne sais pas. Peut-être on devait poser la question à M. Antoine. Il va expliquer pourquoi ils ne sont pas intéressés, en tout cas selon ce qu'il a dit, à avoir des postes nécessairement en échange d'un vote de confiance. Dans le pays, dans la société, on connaît que majorité députés pas dans le chantage en question de poste parce que la Constitution définit attribution. Et nous voulons la population nous à témoin suivre de collègues, de députés, de sénateurs qui, après aller dans cette tentative pour que eux-mêmes désignent monde dans le gouvernement, de notre côté, majorité a pas dans le chantage ça, dans la question de désigner monde pour aller faire partie du gouvernement. Nous parlons ça. Nous voulons remplir, fonctionner, voilà, pleinement qui c'est contrôler l'action gouvernementale. Voilà. Et là, parlons d'une toute autre histoire et qui concerne beaucoup la diaspora. La diaspora. Il était question d'une commission au niveau de la Chambre des députés qui devait voir des propositions d'amendement de la Constitution et telle qu'elle est actuellement. Et hier, la commission a présenté son rapport qui contient quoi? Une trentaine de recommandations. De recommandations et qui va jusqu'à demander à ce que la diaspora ait au moins 5 députés et un sénateur, donc 6 parlementaires provenant de la diaspora,
Pour ça, il faudrait mettre en place un système pour permettre à la diaspora de voter aussi. Ça, c'est pas en place encore. Est-ce que ces candidats-là devraient aller mener campagne en Haïti? Et puis sur quelle base on va faire la représentation? Est-ce que c'est sous base de pays et de population? Ou de taille de la diaspora? Comment? Ça, c'est compliqué, ça, mais quand même, l'idée est lancée par Diri Tardieu de justement d'avoir au moins 6 parlementaires, 1 sénateur et 5 députés au niveau qui représenterait la diaspora dans son ensemble. Nous allons écouter Diego Charles. Dans leurs propositions, les commissaires ont clairement démontré que le développement effectif du pays passe nécessairement par un changement de régime politique. Cela impliquera, selon eux, l'élimination du poste de Premier ministre qui devrait être remplacé par un vice-président. Pour ce faire, l'amendement de près d'une trentaine d'articles de la Constitution de 1987 amendée s'avère nécessaire. Cela permettra, de l'avis du président de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, de rendre le président de la République responsable des actions de son administration en éliminant le principe instauré par la Constitution en vigueur selon lequel le chef de l'État est un mineur, dit Tardieu. Nous voulons mettre fin à la question que le président de la République là, mineur, qui n'est pas responsable dans la gagote qui fait dans l'argent de l'État pendant le président pays. Nous voulons finir à la question que le président de la République, qui t'en parlait, côté la toute décision, la coupe lâchée, retirer ministre, bail contrat, bail faveur, retirer faveur et tout pas bien pour le rendre compte. Cela aiderait également à éviter les marchandages politiques auxquels nous assistons généralement lorsqu'il faut mettre en place un nouveau gouvernement, poursuit l'élu de Pétionville. Élimination poste Premier ministre, là, va venir retirer tout espace marchandage, dilatoire, tractation imbattable, dîme noir, trafic, influence, qui est proposé Premier ministre qui va diriger le pays. Des ministres qui sont souvent capables de gagner des accointances politiques, mais qui manquent de compétences techniques pour être capables de faire le travail qu'ils doivent faire. Par ailleurs, la commission pense que le modèle de conseil communal et de CASEC à 3 membres a échoué, proposant de préférence que les administrations municipales et les CASEC soient constituées d'un seul membre. Cartel 3 magistrats qui pas marché, nous éliminons ça. Nous avons un seul magistrat qui pour gérer commune et nous avons un CASEC par section communale et tout CASEC ça yo. Pour entrer en bas une assemblée municipale pour représenter la section communale là en dans l'area. Des voix se sont souvent élevées pour exiger que la diaspora puisse s'impliquer dans la gestion politique du pays. Une revendication jugée juste et fondée par les membres de la commission qui ont proposé entre autres que la diaspora soit représentée au Parlement à travers 6 circonscriptions législatives et que le principe de cumul de nationalité soit admis. Il y a un représentant qui a représenté Haïtiens qui vivent aux États-Unis. Une pour Canada. Une pour région Mexique, Amérique centrale et Caraïbes. Une pour Europe. Nous attachés Afrique avec Asie la donne parce que t'as grand pile haïtien là. Une pour République dominicaine seulement côté le bien pile compatriote et qui gagne un sénateur qui représente tout haïtien qui vivent dehors. Les anciens hauts fonctionnaires de l'État ont souvent été pénalisés par le problème de décharge en raison de la politisation de ce dossier par le Parlement. Pour éviter cela à l'avenir, les commissionnaires pensent que les législateurs seraient bien inspirés de confier cette responsabilité exclusivement à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Question certificat de charge. Nous recommandons pour question ça, sortir dans le Parlement et à le régler au niveau Cour des comptes. L'application de nos constitutions est une problématique qui a toujours alimenté les débats dans les différentes sphères de notre société. Estimant que la constitution en vigueur est un véritable frein au développement du pays, certains se sont toujours positionnés en faveur de l'amendement de la loi mère, alors que d'autres se déclarent favorables à une nouvelle constitution. Cependant, de nombreux autres concitoyens croient que le vrai problème d'Haïti résulte de la non-application des prescrits de la loi mère. Ristin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 61 Pointe-aux-Trembles au 12011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur le modèle de 2018 jusqu'au 31 août. Des petits modèles de camions, neufs et d'occasion de toutes les automarques. Appelez Vince Suivrain directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Cette offre est valable jusqu'au 31 août 2018. Certaines conditions s'appliquent. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética, multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi
De nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25 $. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 42,90 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone 514 89 549. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. Les temps deviennent de plus en plus difficiles. Dès que possible, vous devez économiser pour de meilleurs lendemains. Unitransfert vous présente la solution Direct Transfert pour les raisons suivantes. Vous êtes certain que votre argent est déposé directement à la Unibank sans passer par des inconnus. Les bénéficiaires ont accès à leurs fonds rapido presto aux succursales de la Unibank, plus grande banque commerciale établie partout en Haïti. Vous recevez une prime, un bonus. Ne les gardez pas avec vous. Pour ne pas tout dépenser, économisez un peu. Faites un direct transfert sur votre compte à la Unibank. Lorsque vous voyagez en Haïti, votre argent vous attendra sans embâche. Donc, beaucoup moins de casse-tête. Invitez vos parents et amis en Haïti à ouvrir un compte à la Unibank. Il vous sera plus facile de les encourager à économiser. Pour plus d'informations, contactez Unitransfert au 514-852-8648. Unitransfert, nous rapide, nous garantit et puis, moun ba besoin qu'on nous a fait. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire était mal rempli ou même qui te voulait ça me te parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, Haïti. Téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Montréal 438 876 93 98. Voilà, 7h49, vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. Nos nouvelles apportées par Intexto. Nous sommes sur Facebook, en direct sur intexto.ca, notre site internet. Et nous serons en différé sur WhatsApp et YouTube, Jean Etium. Alors, un sujet qui intéresse énormément la diaspora. Oui, tu m'as déjà dit que tu ne serais pas candidat. Est-ce qu'on a posé la question à François? On a oublié. Parce que ça pourrait intéresser François d'être candidat à la députation ou au sénatorial, puisque la commission qui devait faire des propositions d'amendement à la Constitution, une trentaine de recommandations, et parmi ces recommandations, il y a le fait que la commission propose qu'il y ait au moins 6 parlementaires de la diaspora, 5 sénateurs, et 5 députés, et 1 sénateur. Et
dans la pratique politique, ça a l'air que c'est pas nouveau. La France a déjà... Oui, en 2010, la France est venue avec une proposition, une pratique comme ça, où ils ont élu un député pour l'Amérique du Nord. Apparemment, les Français sont un peu omniprésents dans l'Amérique du Nord, Canada, un peu... États-Unis, tous les Français qui gèrent les affaires des Français. Voilà, ils ont décidé justement de faire ça. Et c'est quelqu'un qui a vécu au Canada, qui a résidé au Canada, qui est député depuis 2017. Il était sous la bannière du président Macron. C'est M. Roland Lescure, qui était justement le numéro 2 de la Caisse de dépôt et de placement ici au Québec. Oui, qui a remporté en 2017, on l'a bien dit, il a remplacé à ce poste un autre député, M. Lefebvre, qui n'a recueilli que 20%, lorsque lui, il avait recueilli 79,73%. Bref, c'est quelque chose qui se fait. Absolument. Mais pourquoi, c'est la grande question qu'on se pose justement dans le cas où cette proposition serait acceptée au niveau du Parlement haïtien. D'abord, il faut poser le problème de la reconnaissance en tout cas, l'implication même de la diaspora haïtienne pose beaucoup de questions. Jusqu'à maintenant, ce n'est pas résolu. Tu ne peux pas, techniquement, il y a certains postes en Haïti, tu as vécu, tu as la double nationalité, tu ne peux pas même imaginer d'y aller. Non. Maintenant, est-ce qu'on va dire que ce n'est pas des gens qui ont la double nationalité qui pourront être candidats pour être députés? Comment ça va s'organiser cette élection-là? Il reste à préciser ça en détail. Mais l'idée d'avoir 5 députés et un sénateur de la diaspora, pourquoi autant? Ça, c'est une question qu'on devait... En tout cas, si on comprend la logique du rapporteur de cette commission, l'idée serait, c'est en fonction de la présence des Haïtiens un peu partout à travers la planète. République dominicaine, ils ont cité Canada, États-Unis, République dominicaine, en Asie, en Afrique, il y en a un peu moins. Mais quand même, pour faire quoi? Mais c'est de représenter la diaspora. Idéalement, serait qu'ils puissent voter des lois pour faciliter l'implication de la diaspora haïtienne dans la politique, dans la vie active, le développement du pays. Mais justement, il y a plein de questions qui restent pour le moment sans réponse. Comment ça va s'organiser techniquement? Comment on va faire les élections dans la diaspora et tout ça? Pourra être... Quelles sont les conditions pour poser sa candidature? Est-ce qu'on peut le faire de façon indépendante? Doit-on créer des partis politiques? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est un sujet qu'on va regarder. C'est sûr que ça va faire l'affaire de beaucoup de membres de la diaspora qui sont intéressés à la politique active du pays, qui se voient, c'est comme très limité, on n'a pas beaucoup d'implications politiquement, on va voir ce que ça va donner. Mais il y a beaucoup vraiment de questions, d'aspects à expliquer, à préciser dans tout ça. Oui, il y a aussi beaucoup de mise en place à faire. Déjà, c'est clair. La diaspora se plaint depuis des années que les locaux s'intéressent uniquement à leurs 2,5 milliards. Et sinon plus, parce que sinon on ajoute le transfert informel aussi à ça, ça peut arriver jusqu'à 4-5 milliards par année qu'on envoie en Haïti, mais que la diaspora n'a aucun droit de citer dans la chose publique, la politique haïtienne et rien du tout, et même le droit de voter. On ne l'a pas, il n'y a aucune mise en place jusqu'à présent pour nous permettre de voter. Sur le plan technique, par exemple, le cas des Français qu'on a expliqué, eux, ils ont une infrastructure informatique qui permet de voter. C'est ça. Quand tu parles de l'Amérique du Sud, Jean-Dumas, tu ne parles pas d'un pays, tu parles de Brésil, de tout ce qui est là. Comment ils pourront voter, comment on va comptabiliser tout ça. C'est beaucoup de questions. C'est pas comme en Haïti, tu viens à une petite boîte là et puis tu mets, les gens viennent. Tu devais commencer à 6 h du matin. Pour numériser ou informatiser le système de vote haïtien, c'est compliqué. C'est compliqué. Même pour les cartes d'identification nationale. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont de cartes d'identification nationale? On ne sait pas. Beaucoup de questions.
C'est pas comme en Haïti. Parce que l'idée est bien belle, là. Tu vas ouvrir tes bureaux de vote à 6 h, il est 4 h de l'après-midi, aucune personne n'a pu voter. Ça peut faire vraiment sauter les gens, mais techniquement, ça pose beaucoup de questions. Et puis, théoriquement, ça peut fonctionner dans nos têtes. Hein, mais ça pourra fonctionner aussi dans la pratique, mais ce ne sera pas du jour au lendemain. Ça prendra beaucoup d'infrastructures, beaucoup de technologies, beaucoup aussi de cadre légal pour ça. On n'a pas de cadre légal pour ça. Les gens de la diaspora, est-ce qu'ils seront des candidats indépendants? Devront-ils faire partie d'un parti politique en Haïti pour faire ça? Devront-ils créer d'autres partis politiques? Il y a vraiment beaucoup de questions à se poser par rapport à tout ça. Et puis, on va voir comment ça va s'organiser. Ils vont se présenter comme indépendants. Il va y avoir un parti haïtien de la diaspora ou deux qui vont aller en élection pour ça. Et comment ça va... Oh là là. Non, il y a vraiment beaucoup de flou. Mais il ne faut pas avoir peur des nouvelles propositions. On va voir comment ça va s'articuler. Mais dans un pays comme Haïti, il faut savoir déterminer ce qui est prioritaire ou pas. Là. Et ce qui est prioritaire, c'est le primum vivere là, pour le moment, des millions et des millions d'Haïtiens qui n'ont pas ça. Est-ce qu'on ne devrait pas se préoccuper d'abord de ça? L'idée d'un député pour une circonscription, c'est... Théoriquement, c'est de représenter la circonscription, dans le sens où il faut voir quel cadre légal on peut faciliter ou bien voter, quelles mesures qu'on peut prendre pour intégrer ou bien impliquer, etc. Justement, la question qu'on se pose maintenant, est-ce que pour le moment, comme tu as dit, c'est l'urgence des urgences? On ne sait pas. Mais c'est bien beau d'entendre ça, que justement, ils pensent à la diaspora, comment ça va s'organiser, se structurer. On continue à se poser des questions. Les députés aussi se posent des questions, j'imagine. Ouais, il faudrait y aller étape par étape. C'est bien intéressant, c'est gentil de penser à la diaspora, mais vous êtes en train de brûler les étapes, là. Il faudrait commencer par régler un certain nombre de problèmes fonciers, des problèmes de ci, de ça, de possibilité que quelqu'un de la diaspora avec une double nationalité puisse devenir candidat s'il le veut bien. Et à ce moment-là, c'est plus facile. La personne quitte le Canada, les États-Unis ou la diaspora pour aller en Haïti et se présenter. Il n'aurait pas nécessairement plus de problèmes que ça. C'est un peu comme fonctionne l'Union européenne. Dans leur espace Schengen, actuellement, un Allemand pourrait poser sa candidature comme à la mairie de Paris. Hein, vous voyez? Absolument. Mais c'est un peu ça. Mais alors que l'Allemand, il a un passeport allemand. Voilà. Hein? Eh ben, demain 7h, on aura une nouvelle édition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Voilà.